J'ai empoisonné son café ce matin-là, pas assez pour le tuer, juste pour qu'il convulse devant l'avocat, les yeux exorbités comme ceux d'un animal piégé. 20 ans de mensonges, et il croyait pouvoir me jeter comme un Kleenex usé après une nuit d'adultère? Mais le vrai poison, c'était le testament de son père, lu 2 heures plus tard, qu'il a réduit en cendres. Il n'était pas son fils, juste un bâtard que le vieil homme avait toléré pour mieux le briser à la fin. Et moi, j'ai souri dans l'ombre, car la vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre dans les os. Paris s'éveillait sous un ciel d'un bleu impitoyable, ce printemps-là, comme si la ville elle-même conspirait à illuminer ma chute. J'avais 45 ans, et mon mari, Alexandre, en avait 47. Nous habitions un appartement du 7e arrondissement, près du Champ de Mars, un de ces lieux où les bourgeois feignent l'humilité en polissant leur argenterie. 20 ans. 20 ans de dîner au Ritz où il draguait des mannequins sous mes yeux, de voyages à Deauville où il disparaissait des nuits entières, prétextant des réunions d'affaires. Et moi, Claire, avocate spécialisée en droit des successions, je hochais la tête, je souriais, je construisais notre empire financier pierre à pierre, pendant qu'il dilapidait le sien en cigares cubains et en maîtresses éphémères. Ce matin du 15 avril, il est rentré de sa soirée networking à l'aube, les cheveux en désordre, l'haleine chargée d'un parfum trop sucré pour être le mien. Je l'ai attendu dans la cuisine, une tasse de café fumant entre les mains en son rituel matinal, ce breuvage noir qu'il avalait comme un remède à ses excès. « Claire, assieds-toi » a-t-il dit, la voix pâteuse, en posant une enveloppe Kraft sur la table en marbre. Ses yeux verts hérités de son père, évitaient les miens. On doit divorcer. Immédiatement. Le mot a claqué comme une gifle. Divorcer. Après 20 ans. Pas une dispute, pas une crise, juste ces 3 syllabes, lancées comme on commande un taxi. J'ai senti mon cœur se contracter, pas de douleur, non, d'une rage froide qui montait des tripes. Pourquoi maintenant, ai-je murmuré, la voix calme, trop calme, tandis que mes doigts serraient la tasse jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Il a haussé les épaules, allumant une cigarette malgré l'interdiction que j'avais imposée depuis des années. Parce que c'est fini, Claire. Tu es usée. Et il y a quelqu'un d'autre. Une femme qui me comprend, qui ne passe pas ses nuits à disséquer des contrats au lieu de me toucher. Usée. Le mot m'a traversé comme une lame. 20 ans à élever notre fille unique, Élise, à gérer les crises de sa bipolarité juvénile, à masquer ses frasques professionnelles. Il était banquier chez BNP Paribas, mais ses promotions venaient plus de ses connexions que de son talent. Et moi, j'avais bâti ma carrière sur des dossiers de divorce vicieux, des partages de fortune où les épouses sortaient souvent perdantes. Ironie du sort, j'allais devenir l'une d'elles. Mais pas sans me battre. Pas sans le faire saigner. J'ai posé la tasse devant lui, y ajoutant une larme de lait. Où était-ce autre chose? Un extrait de Digital, subtil, acheté en officine à Belleville, dosé pour un malaise passager, pas plus. Bois, Alexandre. Ça te remettra les idées en place. Il a ri, un rire gras, et a avalé d'un trait. Nous avons discuté des détails, la garde d'Élise, déjà à l'université à Lyon, la pension, qu'il minimisait à 2000 € par mois, la maison de Normandie, qu'il revendiquait comme l'héritage familial. À 9 h, son avocat, un requin du 16e nommé Maître Duval, arrivait pour officialiser la procédure. Alexandre s'est assis en face de lui, pâle soudain, une sueur perlant sur son front. Je ne me sens pas bien, a-t-il balbutié, avant de se plier en deux, vomissant tripes et boyaux sur le tapis persan. J'ai appelé les urgences, feignant l'inquiétude, tandis que Duval notait frénétiquement. À l'hôpital Cochin, les médecins ont parlé des indigestions aiguës, sans creuser plus loin. Paris est une ville de surmenage, après tout. Alexandre est rentré le soir même, faible, humilié, jurant que c'était la faute du mauvais café. Mais le vrai coup de grâce attendait 2 jours plus tard, l'enterrement de son père, Henri de Montfort, le patriarche impitoyable qui avait bâti une fortune dans l'immobilier parisien, des HLM au loft de Marais. Henri était mort d'un cancer fulgurant, emportant ses secrets dans la tombe, ou du moins, c'est ce que nous pensions. La lecture du testament s'est tenue dans le cabinet notarisé de la rue de Rivoli, une pièce aux lambris sombres où l'air sentait le vieux papier et le regret. Alexandre, encore palichon, s'est assis à mes côtés, sa nouvelle fiancée, une certaine Léa, 32 ans, galeriste branchée du 11e, attendant dehors comme une groupie. Les héritiers étaient peu nombreux, Alexandre, sa sœur cadette Isabelle, et moi, en tant qu'épouse légitime jusqu'à preuve du contraire. Le notaire, un homme sec nommé Bertrand,
a ajusté ses lunettes et commencé à lire d'une voix monocorde. D'abord, les biens liquides, 500 000 € pour Isabelle, pour soutenir ses études d'art ratées, comme l'avait noté Henri avec son cynisme habituel. Puis, les propriétés, l'hôtel particulier du 7e pour personne. À Claire Lefebvre, épouse de mon fils putatif, je lègue l'immeuble de la rue de Grenelle, y compris ses loyers annuels estimés à 150 000 €, en reconnaissance de sa loyauté envers notre famille, malgré les trahisons de mon fils. Alexandre a sursauté, ses ongles s'enfonçant dans la coudoir. Mais ce n'était que l'appétit. Le clou du spectacle arrivait. Quant à Alexandre, dit le notaire, je lui lègue rien. Absolument rien, si ce n'est cette lettre, que je lui demande de lire en privé. Une enveloppe jaunie a été tendue à Alexandre, ses mains tremblaient. Il l'a ouverte, et son visage ce visage que j'avais aimé, haï, disséqué pendant 2 décennies s'est décomposé. Des larmes, pas de rage, mais de terreur pure. C'est impossible, a-t-il murmuré, la voix brisée. Père. Tu ne peux pas. J'ai attendu, le cœur battant, tandis qu'il relisait les lignes manuscrites. Plus tard, seul avec moi dans la voiture qui nous ramenait, Léa avait fui, sentant le vent tourner, il a craqué. Il n'était pas mon père. Ma mère. Elle a avoué dans une lettre jointe. J'étais le fils d'un amant, un ouvrier polonais qu'elle a connu pendant la guerre. Henri l'a su dès ma naissance, il m'a élevé comme le sien pour me punir. Le testament dit que tout, la banque familiale, les actions, les vignobles en Bordelais va à une fondation pour les orphelins de guerre. Parce que je suis un imposteur, un fardeau qu'il a porté trop longtemps. Et toi, Claire? Il te laisse tout, parce que tu es la seule à avoir vu clair en moi. La révélation m'a traversé comme un éclair. 20 ans à douter de son amour, à soupçonner ses infidélités comme des preuves d'un vide plus profond. Et maintenant, cela, il n'était rien, un fantôme dans sa propre vie. J'aurais dû le plaindre, cette nuit-là, alors qu'il sanglotait sur le sol de notre chambre, implorant mon pardon pour le divorce, pour Léa, pour tout. Mais la rage, cette rage que j'avais enfouie comme un poison lent, a refait surface. Trop tard, Alexandre, ai-je dit, la voix d'acier. Tu voulais divorcer? On divorce. Mais je prends tout. Les jours suivants ont été un tourbillon de paperasse et de silence assassin. Alexandre errait dans l'appartement comme un spectre, évitant mes regards, se réfugiant dans son bureau où il passait des heures à téléphoner à des avocats furieux. Maître Duval avait démissionné, prétextant un conflit d'intérêts. En réalité, il sentait l'odeur du sang. J'ai engagé mon propre conseil, une femme implacable nommée Sophie Laurent, experte en divorce à l'amiable qui tournait au carnage. On va le saigner à blanc, Claire, m'a-t-elle dit au téléphone, sa voix rauque de fumeur. Le testament est en béton, tant que le divorce n'est pas prononcé, vous êtes l'épouse légitime, et Henri vous a nommé exécutrice testamentaire. Les biens sont à vous. J'ai visité l'immeuble de la rue de Grenelle ce même après-midi, sous un soleil qui dardait ses rayons comme des accusations. C'était un bâtiment haussmannien restauré, avec une cour pavée où des rosiers grimpants défiaient la gravité urbaine. Les locataires des artistes, des cadres en télétravail m'ont accueilli avec une curiosité polie, ignorant que je venais de hériter d'un empire. En montant les escaliers cirés, j'ai senti une bouffée de pouvoir, la première depuis des années. 20 ans à être l'ombre d'Alexandre, à organiser ces dîners d'affaires où il brillait comme un pan, moi en arrière-plan avec un verre de chardonnay fade. Maintenant, c'était mon tour. Élise est arrivée de Lyon le week-end suivant, sa valise griffée claquant sur le parquet. À 20 ans, elle était le portrait craché de son père, cheveux châtains ondulés, yeux verts perçants, mais avec ma détermination, cette mâchoire serrée qui trahissait les tempêtes intérieures. Papa est un con, maman, a-t-elle lancé en entrant, sans préambule. Elle avait appris pour Léa par un texto maladroit d'Alexandre on doit te parler, ma chérie, et pour le testament via un appel de sa tante Isabelle, qui jubilait secrètement. Il mérite tout ça. Il m'a toujours traité comme une princesse gâtée, mais toi? Il t'a piétiné. Nous avons dîné à 3 ce soir-là, un repas tendu autour de la table en chêne, magret de canard saignant, pommes de terre sarladaises, un Bordeaux de 2010 que Henri avait légué avec les caves. Alexandre a tenté de se justifier, la voix chevrotante, c'était une erreur, Élise. Léa. C'était du vent. Et le testament, ton grand-père était fou, sénile. J'ai observé la scène comme une analyste, ses épaules voûtées, ses mains tremblantes sur le verre,
la sueur perlant à ses tempes. La digitale avait laissé des traces, des vertiges persistants, des nuits d'insomnie. Fou, ai-je dit doucement. Ton père était un stratège, Alexandre. Il t'a élevé pour te détruire, et tu l'as aidé en étant toi-même. Élise a ri, un rire amer qui a brisé le silence. Et maintenant, maman hérite de tout? Poétique. Papa, tu vas finir dans un studio à la Défense, à bouffer des sushis surgelés. Il a pâli, repoussant son assiette. Plus tard, quand Élise est allée se coucher, il m'a acculé dans la cuisine. Claire, je t'en supplie. Restons ensemble. Pour l'apparence, au moins. Je n'ai plus rien. Ses mains sur mes épaules, chaudes, suppliantes comme au début, quand nous nous étions rencontrés à la Sorbonne, lui en lettres, moi en droit, dans un amphithéâtre enfumé de la rue des Saints-Pères. J'ai senti une fissure en moi, un écho de l'amour perdu, mais je l'ai repoussé. L'apparence? C'est tout ce que tu m'as jamais offerte. Les semaines ont passé en un balai de rendez-vous, notaires, banquiers, conseillers fiscaux. J'ai investi les premiers loyers de Grenelle dans un fonds éthique l'ironie, pour une femme qui complotait une vengeance. Alexandre a tenté de contester le testament, arguant d'une incapacité mentale d'Henri, mais les expertises médicales ont scellé son sort, le vieil homme était clair comme du cristal jusqu'à son dernier souffle. Léa l'a largué publiquement sur Instagram une story effacée depuis, mais Élise en avait fait une capture d'écran, parfois, l'amour est une illusion dorée. Next chapter. Il a sombré, buvant du whisky pur dans notre salon, appelant des amis qui ne répondaient plus. Moi, je me suis mis à fouiller. Dans le grenier de l'hôtel particulier familial à Neuilly, où Henri stockait ses archives, j'ai trouvé des boîtes poussiéreuses, lettres jaunies, photos fanées. La confession de la mère d'Alexandre, datée de 1978, Henri, je t'ai trompé avec Janec, l'ouvrier des chantiers. Alexandre n'est pas de ton sang, mais élève-le, par pitié. Et la réponse d'Henri, froide, je le ferai. Pour te punir, et pour en faire un homme brisé. 20 ans de façade, un fils adoptif sans le savoir, conditionné à l'échec. J'ai pleuré ce soir-là, non pour lui, mais pour l'illusion que j'avais partagée. La vengeance a germé alors, subtile, comme une graine dans le béton parisien. Pas de violence, je suis avocate, pas criminelle. Mais du poison psychologique, je l'ai forcé à assister à mes réunions, à voir les chèques gonfler mon compte, à entendre les compliments des locataires de Grenelle qui me traitaient de Madame la propriétaire. Regarde, Alexandre, ai-je dit un soir, en lui montrant l'acte notarié. C'est ce que 20 ans de loyauté valent. Il a hoché la tête, vidé, et j'ai su que le vrai testament n'était pas celui d'Henri, c'était moi. L'été est arrivé comme une vague de chaleur suffocante, transformant Paris en fournaise. Les touristes envahissaient les quais, mais dans notre appartement, l'air était lourd de non-dits. Alexandre avait pris l'habitude de s'absenter des après-midi entiers, prétextant des entretiens d'embauche. En réalité, il traînait dans des bars du Marais, cherchant du réconfort dans des verres d'absinthe et des conversations avortées. J'ai commencé à le suivre, discrètement, avec une application sur son téléphone que j'avais installée sous prétexte de sécurité familiale. C'est pas le mener au café de Flore, où il s'asseyait seul, fixant la terrasse comme un fantôme. Un soir de juillet, je l'y ai rejoint, vêtu d'une robe légère en lin blanc, les cheveux lâchés ou une version de moi qu'il n'avait pas vue depuis des lustres. « Assieds-toi, Alexandre » ai-je dit en m'installant en face de lui. Il a sursauté, renversant son café. « Claire ? Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était un mélange de peur et de désir résiduel. « Je te regarde tomber » ai-je répondu, commandant un Perrier tonique. Nous avons parlé ou plutôt, je l'ai écouté déballer ses tripes. Je ne suis rien sans lui, sans l'héritage. BNP m'a mis à la porte, il savait pour le testament avant moi. Et toi? Tu me hais, n'est-ce pas? Haine? Le mot était trop grossier pour ce que je ressentais. C'était une dissection froide, une exploration des fissures que 20 ans avaient creusées. Je te plains, peut-être, ai-je menti, en posant ma main sur la sienne. Il s'est accroché à ce contact comme à une bouée, et pour la première fois depuis la révélation, nous avons fait l'amour ce soir-là, dans notre lit king size, un acte mécanique, chargé de rancune. Le lendemain, il m'a supplié de suspendre la procédure de divorce. Donne-moi une chance de me racheter. J'ai acquiescé, mais intérieurement, j'ourdivais. Avec Sophie Laurent, nous avons accéléré le partage des biens communs, la maison de Normandie pour moi, les comptes joints vidés au profit d'un trust pour Élise.
Alexandre a protesté faiblement, signant les papiers d'une main rageuse. Tu me voles tout, a-t-il murmuré lors de notre dernier rendez-vous chez le notaire. Non, ai-je corrigé. Ton père me l'a donné. Et toi, tu me l'as offert en me trahissant. Dehors, la pluie martelait les pavés de la place Vendôme, un déluge biblique qui semblait laver les illusions. Élise est revenue pour les vacances, installant son chaos créatif dans la chambre d'amis, toiles inachevées, playlist de rap français à fond. Elle et Alexandre ont eu une confrontation explosive un après-midi, dans le salon baigné de lumière orangée. Tu as couché avec cette salope pendant que maman élevait seule la famille. Hurlait-elle, un pinceau à la main comme une arme. Et maintenant, tu pleurniches parce que papy t'a zappé? Il l'a giflé un geste impulsif, regretté aussitôt. Élise a fondu en larmes, courant vers moi. Maman, il est toxique. Laisse-le partir. Ce soir-là, j'ai confronté Alexandre dans son bureau, une pièce tapissée de livres qu'il n'avait jamais lus. Tu as levé la main sur notre fille. C'est la goutte. Il s'est effondré à genoux, les sanglots secouant son corps. Je suis perdu, Claire. Sans nom, sans fortune. Qui suis-je? Pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le masque, un enfant abandonné, élevé dans le mensonge. Henri l'avait conditionné à l'arrogance, à croire que le sang noble justifiait tout. Et moi, j'avais aimé cette façade, l'avais renforcée par ma loyauté aveugle. Mais la pitié est un luxe que la vengeance ne tolère pas. J'ai passé la nuit à rédiger une lettre pas pour lui, mais pour moi, un journal intime numérique où je consignais chaque faille, ses dettes cachées, 150 000 € à des prêteurs usuraires, ses emails à Léa, des promesses d'un avenir radieux, vite effacées, ses nuits solitaires dans des hôtels discrets du boulevard Saint-Germain. Ces détails deviendraient des armes, plus tard. Août nous a trouvés en Normandie, dans la maison de famille que j'avais revendiquée. Les falaises de Étretat se dressaient comme des sentinelles, le vent salin fouettant nos visages. Alexandre marchait seul sur la plage, silhouette noire contre les vagues écumantes. Je l'observais depuis la terrasse, un verre de calvados à la main, l'alcool d'Henri, amer et fort. Élise dessinait, capturant son père en croquis rageur, un homme courbé, les traits tirés. Il va craquer, maman, a-t-elle dit. Ou exploser. Il a craqué, en fait, lors d'un dîner sous les étoiles. Un appel de sa sœur Isabelle, elle refusait de lui prêter de l'argent, citant le testament comme justice poétique. Alexandre a jeté son téléphone dans l'océan, hurlant dans la nuit, « Je suis un imposteur. » Un rien. Je l'ai tenu, cette fois, laissant ses larmes mouiller mon épaule. Mais dans ma tête, les plombs se formaient, contacter les créanciers, accidentellement laisser fuiter ses dettes à ses anciens collègues. Pas pour le ruiner financièrement, il l'était déjà, mais pour briser son âme, comme il avait brisé la mienne. De retour à Paris, la rentrée a apporté une nouvelle routine, moi aux tribunaux, gérant les affaires de succession avec une férocité renouvelée, lui freelance, rédigeant des rapports ennuyeux pour des startups. Nos dîners étaient silencieux, ponctués de regards obliques. Une nuit, il a tenté de me reconquérir, fleur de chez le nôtre, une bouteille de Krug. Recommençons, Claire. Sans le passé. J'ai ri, doucement. Le passé est tout ce que nous avons, Alexandre. Et il te dévore. Septembre a apporté les feuilles mortes et une lettre anonyme glissée sous notre porte, une photo d'Alexandre et Léa, enlacés dans un hôtel de la rue du Faubourg Saint-Honoré, daté d'il y a 6 mois. Pas de message, juste le cliché granuleux, comme un reproche muet. Je l'ai confronté au petit déjeuner, la posant sur la table entre le croissant et le journal. Explique. Il a blêmi, bafouillant, c'était avant le testament. Une erreur. Mais ses yeux trahissaient plus, une addiction à l'adrénaline des secrets. J'ai engagé un détective privé, un ancien flic nommé Moreau, pour creuser. Ces rapports arrivaient par email crypté, Alexandre n'avait pas un, mais plusieurs amants hommes et femmes, un réseau tissé dans les bars gays du Sentier et les galeries d'art du Marais. Des dettes non seulement financières, mais affectives, promesses brisées, cœurs piétinés. Il est bisexuel refoulé, m'a expliqué Moreau lors d'un café au Procope. Henri l'a écrasé jeune, avec ses leçons de virilité. Le divorce était sa fuite, pas sa punition. La révélation m'a secoué, pas par jalousie, mais par le vide qu'elle creusait. 20 ans à partager un lit avec un inconnu. J'ai commencé une thérapie, chez une psychologue du VE arrondissement, une femme aux cheveux gris nommée Docteur Moreau, ironie du nom. La vengeance est un miroir, Claire,
m'a-t-elle dit lors de notre première séance, dans un cabinet au mur couvert de livres de Freud. Elle reflète votre propre douleur. Que voulez-vous vraiment? Je n'avais pas de réponse, alors j'ai menti, justice. En parallèle, j'ai tissé ma toile. J'ai contacté Léa, sous prétexte d'une discussion civilisée, dans sa galerie du 11e. Elle était belle, oui mince, tatouée, avec un piercing au nez qui défiait l'élégance parisienne. Il m'a menti sur tout, a-t-elle admis, en servant un thé vert. Le testament, les dettes. J'ai rompu, mais il me harcèle. J'ai hoché la tête, compatissante, et glissé, s'il vous contacte encore, appelez-moi. J'ai des preuves. Elle a mordu, et bientôt, ses témoignages affluaient, SMS, enregistrements. Des munitions. Alexandre sentait le vent tourner. Il a tenté de se rapprocher d'Élise, l'invitant à des expos à Beaubourg, mais elle le repoussait, préférant mes soirées effibes avec du vin et des confidences. Il est faible, maman. Tu mérites mieux. Peut-être. J'ai commencé à sortir, moi aussi, dîner avec des collègues, un flirt innocent avec un juge quinquagénaire nommé Pierre, aux yeux bleus et aux manières galantes. Alexandre l'a su, il fouillait mon téléphone, maintenant et une dispute a éclaté, la première depuis des mois. Tu me trompes? Après tout ça, a-t-il hurlé, les veines saillantes. J'ai ri, trompé? C'est ton domaine, chérie. La nuit suivante, il a fait une tentative, une overdose d'antidépresseurs, avalée avec du cognac dans la salle de bain. Je l'ai trouvé effondré, les lèvres bleues, et appelé les secours. À l'hôpital, les médecins ont pompé son estomac, diagnostiquant une crise dépressive aiguë. Élise est venue, nous veillant à son chevet comme des gardiennes. C'est de sa faute, a-t-elle murmuré. Il s'est créé lui-même. À sa sortie, je l'ai confronté, dans la chambre stérile, c'était pitoyable, Alexandre. Pas une punition, juste de la lâcheté. Il a pleuré, avouant tout, les amants, les dettes, le vide laissé par Henri. J'ai voulu te quitter pour ne pas t'entraîner dans ma chute. Mensonge, bien sûr. Mais cela m'a donné l'idée finale, non le détruire physiquement, mais le confronter à son reflet. J'ai organisé une soirée réconciliation, invitant Isabelle, Élise, et même Léa sous couvert d'une trêve familiale. Dans notre appartement, sous les lustres en cristal, j'ai projeté les photos, les lettres, les preuves sur un écran géant. Regardez, ai-je dit, la voix ferme. Voici l'homme que nous avons aimé. Alexandre s'est figé, puis s'est effondré, hurlant, arrêtez. Je suis désolé. Léa est partie la première, Isabelle a ri nerveusement, Élise m'a serré la main. La vengeance n'était pas dans les mots, mais dans ce silence qui a suivi, il était nu, enfin. Octobre a enveloppé Paris d'un manteau roux, les feuilles du Luxembourg craquant sous les pas pressés. Alexandre vivait maintenant comme un reclus, dormant sur le canapé du salon, évitant les miroirs comme s'il pouvait le consumeur. J'avais suspendu le divorce au nom par Clémence, mais pour prolonger l'agonie. Chaque matin, je partais pour le bureau, vêtu de tailleurs impeccables, laissant derrière moi un mari effacé, qui ramassait ses miettes d'orgueil dans des petits boulots freelance. Sophie Laurent m'a poussé à accélérer, il va s'effondrer, Claire. Prenez les rênes. J'ai obéi, vendant la voiture de sport une Porsche qu'il adorait pour rembourser ses dettes anonymement, via un fonds caritatif. Il l'a appris par un appel du garage, « Monsieur, votre véhicule a été cédé. » Sa rage a explosé au dîner, c'était à moi. Mon plaisir? J'ai haussé les épaules, plus maintenant. Comme notre mariage. Élise a décidé de rester à Paris pour l'année, inscrivant un semestre à la FEMI pour ses études de cinéma. Je veux filmer ça, maman. Ton histoire. La chute d'un homme. J'ai hésité à exposer notre vie? Mais acquiescé. Les soirées se transformaient en scène, elle installait sa caméra, capturant Alexandre en train de fixer le vide, ou moi en train de signer des contrats à la lumière d'une lampe de bureau. C'est thérapeutique, disait-elle. Pour moi, c'était cathartique, transformer la douleur en art. Un après-midi pluvieux, Moreau le détective m'a livré son rapport final, Alexandre avait contacté un vieil amant, un architecte nommé Julien, rencontré à l'école des Beaux-Arts. Il s'était vu dans un café discret de Montparnasse. J'ai décidé d'intervenir, pas par jalousie, mais pour clore le chapitre. J'ai suivi Alexandre ce soir-là, le voyant entrer dans l'appartement de Julien, rue de Vaugirard. Au lieu de hurler, j'ai attendu dehors,
fumant une cigarette, ma première depuis des années, et composant un message à Élise: ton père cherche du réconfort ailleurs. Filme-le pour moi. Le lendemain, elle m'a montré la vidéo, discrète, prise de loin, montrant Alexandre embrassant Julien sous un Porsche, puis entrant. Utilise-la, a-t-elle dit. Je l'ai envoyée à Alexandre, anonymement, avec une note: le passé te rattrape. Il a compris immédiatement, me confrontant dans la cuisine, les yeux fous: c'est toi? Tu me poursuis. J'ai nié, sereine: peut-être que c'est Henri, depuis l'au-delà. Il t'a toujours surveillé. La brèche était ouverte. Alexandre a sombré plus profond, refusant de manger, perdant du poids jusqu'à ressembler à un squelette ambulant. Les voisins murmuraient les de Montfort en crise, mais je maintenais les apparences: dîner chez l'ami Louis, où je payais l'addition avec les loyers de Grenelle. Un soir, lors d'une réception à l'opéra, j'ai dansé avec Pierre le juge, laissant Alexandre nous observer depuis un coin sombre. Il te regarde comme un chien battu, a murmuré Pierre. C'est le but, ai-je répondu, un sourire aux lèvres. Novembre a apporté le froid, et avec lui, une lettre d'Isabelle. Elle offrait à Alexandre un poste dans sa petite agence immobilière à Lille. Viens recommencer, frère. Loin de Paris. Il a hésité, me consultant comme un enfant: et toi, Claire? Le divorce? J'ai feint la générosité: va. Trouve-toi. Mais intérieurement, je jubilais l'exil, ultime humiliation pour un Parisien pur jus. Il est parti un matin gris, sa valise pathétique dans le taxi pour la gare du Nord. Élise l'a filmé, larmes aux yeux malgré tout. Appelle-moi, a-t-elle dit. Moi, je n'ai rien dit, juste un baiser sur la joue froide. Seul dans l'appartement, j'ai ouvert une bouteille de champagne du Dom Pérignon d'Henri et porté un toast à la liberté. Mais la vengeance n'était pas finie. J'ai contacté Julien, l'invitant à un café. Alexandre est parti, ai-je dit. Mais il vous a menti, comme à moi. Voici ses dettes, ses secrets. Julien a pâli, puis rit amèrement: merci. Je l'efface. Bientôt, les rumeurs ont circulé dans les cercles gays parisiens: Alexandre, le menteur impuissant. À Lille, il a appelé: voix brisée, c'est l'enfer ici. Les gens savent. J'ai souri: bienvenue dans ma réalité, depuis 20 ans. Décembre s'est installé avec ses guirlandes et ses hypocrisies festives. Paris scintillait, mais pour moi, c'était un décor de théâtre où jouait la pièce finale. Alexandre revenait pour Noël ou pour Élise, avait-il plaidé au téléphone. J'avais accepté, transformant l'appartement en scène: sapin chargé d'ornements familiaux, dindes rôties, bûches de chez Storé. Il est arrivé en train, plus maigre, les yeux cernés, portant un manteau usé qui trahissait son exil lillois. Le dîner a été un massacre poli. Élise posait des questions pointues sur son nouveau départ, Isabelle avait envoyé un colis de fromage, un geste moqueur. Alexandre mangeait en silence, évitant mon regard. Après le dessert, je me suis levé, versant du cognac dans les verres. À Henri, ai-je toasté. Qui nous a tous libérés. Alexandre a trinqué, les mains tremblantes, et plus tard, dans le salon éclairé au chandelier, il m'a pris à part. Claire, pardonne-moi. Je suis brisé. Brisé. Le mot résonnait comme une victoire. Mais la nuit, seul dans notre lit où il dormait sur le canapé, j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Pas pour lui, pour l'homme que j'avais inventé, le mari idéal que 20 ans de compromis avaient effacé. Le lendemain, Élise m'a trouvé ainsi, et nous avons marché le long de la Seine gelée, bras dessus bras dessous. C'est fini, maman. Laisse-le partir pour de bon. Janvier a apporté le verdict du tribunal: divorce prononcé, avec moi gardienne des biens testamentaires. Alexandre a reçu une pension minimale, juste assez pour survivre à Lille. Lors de l'audience, au palais de justice de l'île de la Cité, il a paru vieilli de 10 ans, signant d'une main hésitante. Bonne chance, ai-je murmuré en sortant. Il a hoché la tête, muet. Libre, enfin, j'ai réaménagé l'appartement, murs repeints en blanc cassé, meubles minimalistes, un bureau pour mes nouveaux projets et une fondation pour femmes divorcées, financée par les loyers de Grenelle. Pierre est devenu plus qu'un flirt, nous dînions chez lui, dans un loft du 4e, parlant de droit et de philosophie jusqu'à l'aube. Tu es une force, Claire, disait-il. Je souriais, mais intérieurement, je guettais les nouvelles d'Alexandre. Elles arrivaient par bribes: un appel d'Élise: papa boit trop,
il a perdu son job à Lille, un email d'Isabelle il squatte chez moi, un boulet, une rumeur via Moreau il fréquente des bars louches, des dettes nouvelles. J'aurais pu intervenir, envoyer de l'argent anonyme, mais non. La vengeance était dans l'indifférence, ce vide qu'il avait creusé en moi. Février, un appel paniqué d'Alexandre, Claire, j'ai besoin d'aide. Julien. Il m'a dénoncé pour harcèlement. La police. J'ai écouté, calme, tu t'es créé ton enfer. Il a supplié, sanglotant, pour Élise. Pour nous. J'ai raccroché, bloquant son numéro. Élise, informée, a pleuré, il est pathétique. Nous avons tourné une scène finale pour son film, moi, marchant seul sur les ponts, la caméra capturant la tour Eiffel en fond, symbole d'une ville qui se relève toujours. Mars a apporté le printemps, et avec lui, la publication.